Ces images que vous voyez ont été publiées par l'analyste militaire Chuck Farrer et confirmées par le Kiev Independent. Ce sont des soldats du 425e régiment d'assaut de l'Ukraine, une unité d'élite qu'ils appellent Skelia. Et regardez ce qu'ils font sur cette photo. Ils sont en train de hisser à nouveau le drapeau ukrainien sur le bâtiment de la mairie de Pokrovsk. Ça a l'air simple, non? Mais attends. Parce que ce qui rend cette image absolument folle, ce n'est pas seulement leur courage, c'est ce qui se passait de l'autre côté de ce bâtiment. Il y avait 170 000 soldats russes là-bas. 170 000. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à empêcher un seul régiment ukrainien de reprendre ce bâtiment stratégique. Laisse-moi mettre ça en perspective pour que tu comprennes vraiment ce qui se passe ici. Les chiffres sont fous. 170 000 soldats. C'est le chiffre officiel que le président ukrainien Zelensky a annoncé en novembre 2025. Pour te donner une idée, c'est plus de monde que ce que la Russie a utilisé lorsqu'elle a envahi la Crimée, en 2014. Jamais autant de soldats n'avaient été rassemblés en un lieu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela a été mobilisé pour une seule mission. Capturer Pokrovsk, une ville de 50 000 habitants, avant l'arrivée de l'hiver. Et tu veux savoir pourquoi ils étaient si pressés? C'est simple. Poutine devait montrer quelque chose, n'importe quoi. Parce que pendant plus d'un an, la guerre semblait traîner en longueur, sans beaucoup d'avancées. Les gains sur la carte étaient minimes. Et politiquement, il avait besoin d'une victoire avant que les neiges de l'hiver ne recouvrent tout. Pokrovsk était parfaite. Une ville importante, un point logistique clé, un symbole. Si la Russie parvenait à prendre Pokrovsk, Poutine pourrait passer à la télévision et dire au peuple russe « Regardez, ça marche, le sacrifice vaut la peine ». Alors, il a tout misé sur ce pari. 170 000 hommes, de l'artillerie, des fournitures, et il a donné l'ordre d'attaquer. Voilà la partie intéressante. Le 5 novembre 2025. Les médias russes célébraient, publiant des photos des drapeaux russes partout à Pokrovsk, disant que la ville était sous contrôle total. Victoire garantie. Et c'est exactement à ce moment-là que les troupes ukrainiennes du 425e régiment ont décidé de gâcher la fête. Ils se sont infiltrés dans la soi-disant zone grise. Tu sais ce que c'est ? C'est cette zone au milieu du champ de bataille, où personne n'a le contrôle total. Tout est dangereux, tout est contesté. Ils y sont allés de nuit, et, tout de suite, ils sont tombés dans une embuscade qui a détruit leur véhicule. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont battus jusqu'à réussir à entrer dans la mairie. Ils ont nettoyé le bâtiment des Russes qui s'y trouvait. Et ils ont fait ce que tu as vu sur cette image. Ils ont de nouveau hissé le drapeau ukrainien. Maintenant, réfléchis avec moi. Regarde l'impact que cela a eu sur toute cette propagande russe. Elle a été pratiquement complètement détruite. Toutes ces belles photos, toutes ces déclarations de victoire, tous ces sacrifices de dizaines de milliers de soldats pour en arriver là. Tout est devenu insignifiant à cause de l'opération d'un seul régiment. Au moment où l'équipe d'assaut est entrée dans le bâtiment du conseil municipal, le nettoyage a commencé. L'effet de surprise a été utilisé. Des groupes ont détruit l'ennemi qui se trouvait au centre du bâtiment. Enfin, le quartier général a entendu ce que tous attendaient. Mission accomplie avec succès. Super, tu es le meilleur. Tu es le meilleur, cache-toi et prends contact. Nous avons avancé et nettoyé le bâtiment. Nous avons détruit l'ennemi là-bas. Et ensuite, nous avons hissé le drapeau de l'Ukraine. Notre travail était terminé. La question évidente s'est posée. Comment est-ce possible? Vous avez 170 000 soldats dans la région, et vous ne pouvez pas protéger un bâtiment. La réponse à cette question est là où l'histoire devient vraiment intéressante, car elle nous mène directement au cœur de la façon dont la guerre a changé. Les militaires appellent cela la zone de la mort. Regardez comment l'analyste militaire ukrainien Mykola Bielieskov explique cela. Pendant la Première Guerre mondiale, cet espace entre les tranchées, le No Man's Land,
faisait peut-être 200 ou 300 mètres de large. Aujourd'hui, cette zone fait 15 à 20 km de chaque côté. Et savez-vous ce qui a provoqué ce changement? Ce ne sont ni des chars plus grands, ni une artillerie plus puissante, mais les drones. Ces petits drones vus à la première personne équipés de caméras thermiques et d'explosifs. Je vais te donner un exemple simple pour que tu visualises. Imagine que tu es le commandant d'un char russe avançant en direction de Pokrovsk. Ton char pèse 50 tonnes et a coûté des millions de dollars. La seconde où tu entres dans cette zone de 15 km, les capteurs ukrainiens détectent la chaleur de ton moteur. Un gars assis à plusieurs kilomètres de là, contrôlant un drone de la taille d'une boîte à chaussures, reçoit ta position. Et, en quelques minutes, ce drone plonge directement sur le point le plus faible de ton char. 50 tonnes de métal sont transformées en ferraille. Et ça n'arrive pas de temps en temps. Ça arrive tout le temps. C'est systématique. Alors, les généraux russes ont fait ce qui semblait logique. Ils ont retiré les chars du champ de bataille. Ils ont retiré les véhicules blindés. Parce qu'ils devenaient des cibles trop faciles. Mais voilà le problème. Si vous retirez les véhicules blindés, vos soldats doivent quand même avancer, n'est-ce pas ? Ils doivent encore atteindre les positions ukrainiennes, et la seule façon de le faire, c'est à pied. Infanterie légère, des soldats avec des armes légères, marchant en petits groupes, essayant de se cacher des caméras thermiques, utilisant des couvertures en aluminium par-dessus eux. Imagine la scène. Nous sommes en 2025, sur le champ de bataille le plus technologique de l'histoire. Et les soldats russes avancent à pied, en se cachant sous des couvertures. C'est une tactique d'il y a 100 ans face à la technologie du futur. Tu connais son prix. Regarde, c'est brutal. Les rapports ukrainiens montrent que la Russie perdait environ 1000 soldats par jour pendant cette période. Fais le calcul. Cela fait 30 000 pertes par mois, entre morts et blessés. Et voici le chiffre qui rend tout cela encore pire. 30 000 par mois. C'est exactement le maximum que la Russie parvient à recruter secrètement chaque mois. En d'autres termes, tous les nouveaux soldats qui arrivent sont déjà consommés le même mois. Il ne reste aucune réserve. Il n'y a pas de plan B. C'est littéralement un hachoir à viande qui fonctionne à la limite. Les services de renseignement occidentaux, y compris les Britanniques, confirment que les pertes russes, depuis le début de la guerre, dépassent déjà un demi-million d'hommes. Et une grande partie de ces pertes s'est produite lors d'offensives comme celle de Pokrovsk, où l'ancienne stratégie russe, consistant à jeter plus d'hommes dans le problème, s'est heurtée à la technologie ukrainienne. L'Institut pour l'étude de la guerre a été direct en décrivant ce qui se passe. Les offensives russes à Pokrovsk. Elles ont consommé une quantité insoutenable de personnel et d'équipement. Mais il y a une deuxième histoire qui se déroule ici. Une histoire qu'on ne voit pas à la caméra. Une guerre à l'intérieur même de l'armée russe. En novembre 2025, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par ATESH, un groupe de résistance en Russie, a circulé. Et la vidéo montrait quelque chose de choquant. Un camion militaire russe, avec le fameux Z peint sur la porte, en train de brûler. Et qui filmait ? Un soldat russe de la 115e brigade. C'est lui-même qui avait mis le feu à son propre camion militaire. La raison. Ce camion devait emmener son unité à Pokrovsk, vers le hachoir à viande. Il a préféré être accusé de sabotage plutôt que mourir dans une attaque suicide. Le communiqué du mouvement ATESH explique tout. Ils disent qu'en faisant cela, les soldats parviennent à retarder l'envoi de l'unité et à sauver leur propre vie. Les soldats voient que les commandants les envoient à une mort certaine, sans aucune chance de repos, sans aucune chance d'évacuation. Ce n'est pas un cas isolé d'indiscipline. C'est l'effondrement total de la confiance entre les commandants russes et les soldats eux-mêmes. Et il y a pire. Une enquête menée par le média russe indépendant Vyorska a révélé que plus d'une centaine de commandants russes ont été accusés de torturer et même d'exécuter leurs propres soldats en Ukraine. Les raisons ? Désobéir aux ordres, refuser de participer à des attaques suicides ou simplement réclamer l'argent qui leur avait été promis lorsqu'ils ont été blessés. Les soldats russes ont un terme pour cela, être mis à zéro. Les commandants russes
traite les troupes non pas comme des personnes, mais comme des pièces jetables. Maintenant, essayez de vous mettre à la place de ce soldat russe. Vous recevez l'ordre d'aller à Pokrovsk. Vous savez que c'est une zone de mort où les drones détruisent tout. Vous savez que vos chances de survivre sont minimes. Et vous savez aussi que si vous refusez l'ordre, votre propre commandant peut vous exécuter. Il n'y a pas d'issue, n'est-ce pas? Alors, certains soldats ont trouvé une troisième option. Le sabotage, brûler des camions, retarder tout, faire n'importe quoi pour essayer de survivre. Et c'est là que tout se connecte. C'est pourquoi 170 000 soldats russes n'ont pas réussi à tenir un bâtiment à Pokrovsk. Ce n'est pas seulement parce que les Ukrainiens ont de meilleurs drones ou parce que le 425e régiment est doué dans ce qu'il fait. C'est parce que l'armée russe s'effondre de l'intérieur. Quand vos propres soldats ne croient plus à la mission et n'ont plus confiance en leur commandant, la force brute ne résout rien. Voici le dernier acte, la réponse du Kremlin. Réfléchis avec moi. Tu viens de subir une humiliation énorme. Ta propagande s'est effondrée en temps réel. Tes propres soldats brûlent du matériel pour ne pas aller sur le front. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es Poutine, tu changes complètement la donne. Le 5 novembre 2025. Le même jour où le 425e régiment a hissé ce drapeau, le ministre de la Défense russe, Andreï Belousov, apparaît lors d'une réunion du Conseil de sécurité, aux côtés de Poutine. Et il lâche une bombe, en disant que la Russie doit immédiatement commencer les préparatifs pour effectuer des essais nucléaires à grande échelle. Immédiatement, à grande échelle. Bien sûr, le Kremlin a essayé de présenter cela comme une réponse aux essais de missiles américains. Minuteman III, mais des analystes en géopolitique, y compris le Centre d'études stratégiques et internationales, ont été clairs. C'était un geste calculé. Un signal envoyé directement à Washington. Ce n'était pas une réaction émotionnelle à Pokrovsk, mais une tentative délibérée de détourner l'attention de l'échec militaire vers la menace nucléaire. La machine de propagande russe a aussi cédé à la panique. Ils ont commencé à menacer de frapper les côtes des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni avec cette torpille nucléaire Poséidon. Vous voyez le schéma? Un échec sur le champ de bataille, avec de l'infanterie pieds nus, une humiliation à la mairie. Ils voient leurs propres soldats brûler des camions. Et ensuite, ils se mettent à crier à propos des armes nucléaires et de Poséidon. C'est l'image la plus claire du désespoir dans lequel Poutine s'est retrouvé. Il ne parvient pas à convaincre son peuple de la victoire, car même les soldats en première ligne savent que c'est faux et se rebellent. Donc, ce qui s'est réellement passé à Pokrovsk en novembre 2025 a été bien plus qu'une défaite tactique. C'était bien plus qu'une opération bien menée. C'était le moment où deux philosophies militaires complètement différentes se sont affrontées, et l'une d'elles s'est brisée. D'un côté, il y a l'ancienne doctrine soviétique de Poutine. Force brute, vagues humaines, envoyer toujours plus de soldats jusqu'à résoudre le problème. De l'autre côté, vous avez la guerre moderne de l'Ukraine. Des unités d'élite comme le 425e régiment des tactiques asymétriques, la technologie des drones, et, le plus important, la valorisation de la vie des soldats. Et donc, comme vous pouvez le voir, dans cette guerre, la force brute a perdu. 170 000 soldats n'ont même pas pu défendre un bâtiment pour la propagande. Mais le plus important, c'est ce que cela révèle. Le contrat social de Poutine avec le peuple russe, et même avec sa propre armée, est en train de se déchirer sur les lignes de front. Poutine a promis une armée forte et une victoire garantie, mais le soldat russe envoyé à Pokrovsk ne voit pas d'armée forte. Il voit un hachoir à viande, il ne voit pas la victoire, il voit la mort certaine. Et ce soldat, au lieu de croire à la propagande, se rebelle. Il incendie son camion. Cette action des soldats d'Atesh porte un coup plus dur au régime de Poutine que ce drapeau sur la mairie. Parce que cela montre que le mensonge ne fonctionne plus, que la vérité est arrivée jusqu'aux rangs les plus bas de l'armée russe, et que Poutine est en train de perdre cette guerre, même face à ses propres soldats. Et tu sais quoi ?
Les menaces nucléaires du ministre Belousov ne vont rien changer à cela. Parce qu'au bout du compte, même la Première Guerre mondiale ne s'est pas terminée par une grande bataille décisive, mais par l'effondrement de systèmes entiers et de pays. Et ce double effondrement que nous avons vu à Pokrovsk, le symbolique et l'interne, pourrait être le début de la fin pour le système de Poutine. Parce qu'aucun système ne peut supporter indéfiniment la rébellion de ses propres soldats et une humiliation de cette ampleur sur le champ de bataille. Maintenant, dites-moi, à votre avis, que pensez-vous qu'il va se passer à partir de maintenant ? Est-ce que la Russie va réussir à maintenir cette situation encore longtemps ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette analyse importante, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la géopolitique et les conflits modernes. Merci d'avoir regardé.